Juste l'heure. Très bien. Tout d'abord, je remercie beaucoup les organisateurs à la fois pour ce colloque qui est vraiment particulièrement intéressant et puis également tout simplement de m'avoir invité. Je voudrais vous parler donc de la protection des données et je voudrais commencer par un constat qui est un constat finalement partagé concernant les récits, les deux fonctions des récits et notamment la première qui nous est innée. C'est sa fonction communicationnelle des récits, enfin au sens donné par Greimas. C'est tout simplement que depuis tout petit, il y a une chose que nous adorons tous, c'est qu'on nous raconte des histoires. Et donc les récits ont cette dimension de pouvoir transmettre non seulement des mots, mais aussi des images, des représentations, et aussi des mythes et des symboles. Et j'en viens à la deuxième fonction des récits, c'est cette fonction instituante. Donc pour l'Union européenne, qui est une communauté politique, comme pour la France ou pour d'autres, la Belgique, les récits ont donc une autre fonction, c'est cette fonction de légitimation du pouvoir. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est peut-être un point... Alors vous voyez qu'il y a des belles images, parce que je ne sais pas du tout si je vais être intéressant, mais au moins, si je ne le suis pas, vous pouvez regarder les belles images. Voilà, alors donc je voudrais vous parler un petit peu de ces récits. Et vous voyez bien que finalement, là-dedans, en tout cas c'est mon approche, je voudrais distinguer en fait trois types de récits, ou plutôt trois aspects du récit. La nature, l'émetteur du récit, évidemment on a eu conscience qu'on est dans une interaction et je pense que Antoine Boyer l'a parfaitement dit. Et puis troisièmement également le contenu du récit. Et pour ma part je voudrais distinguer, alors j'ai conscience que ce n'est pas tout à fait l'approche qui a été retenue, mais d'abord la nature. Ici c'est une approche juridique, on parle du droit, donc on va distinguer les récits juridiques des récits qui ne le sont pas. D'ailleurs ça a été un petit peu abordé tout à l'heure, en se disant, voilà, est-ce que ce récit est juridique ou pas? Ça, c'est donc la nature. Ensuite, il y a le producteur. Alors évidemment, ici, je vais quand même vous parler de ça, c'est la Cour de justice, c'est le récit judiciaire. Mais également, je voudrais vous parler d'autres récits qui sont les récits institutionnels. Par là, ce sont donc les autres institutions. Et là, l'idée que je voudrais développer, simplement vous montrer qu'en réalité, il y a des problèmes d'articulation. Et troisièmement, justement, c'est concernant les contenus. Et là, je vais distinguer quatre récits. L'Europe du marché, l'Europe des valeurs, l'Europe des citoyens et l'Europe de la sécurité. Et en fait, vous montrer que finalement, ces quatre récits ont été des récits concurrents. Il y en a plein d'autres, mais pour ceux qui vont m'intéresser, c'est qu'en fait, on va voir que finalement, il va y avoir des ajustements. Enfin, et toujours dans le cadre de mon dans le cadre de ma présentation, c'est pourquoi la protection des données? Pour deux bonnes raisons. La première, je pense que là, j'enfonce une porte ouverte, c'est devenu un aspect qui est important dans nos vies, parce qu'on est dans les sociétés numériques. Et deuxièmement, forcément, c'est un droit qui s'est développé. En clair, le droit occupe une place très importante dans la protection des données. Et finalement, on va voir qu'à travers ça, on peut aborder pas mal de ces enjeux en termes de récits que j'ai évoqués tout à l'heure. Et juste un point méthodologique, et puis je vais quand même entrer dans le vif du sujet. En fait, évidemment, je vais me tenir un petit peu donc, aux sources normatives, évidemment la jurisprudence, mais également les autres sources, mais peut-être d'une approche qui est peut-être moins juste positiviste, qui a tendance finalement à se focaliser beaucoup sur les dispositifs. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'approche des récits, c'est plutôt de voir plutôt les considérants, de voir les motivations. Parce qu'en réalité, c'est là où se forment les récits. C'est là où finalement s'encastrent les discours. Alors, parfois j'ai tendance à utiliser le terme discours et récit, mais en fait, c'est un peu volontaire. Et juste pour écho, je fais plutôt référence à la définition qui est donnée en termes de sémantique du langage par Charodot et Ducrot. Mais voilà, c'est simplement ça que je voudrais vous dire. Et l'idée là-dedans, c'est que je voudrais vous montrer que finalement, il y a une double évolution. Premièrement, on va voir, je suis français, donc je vais vous faire un plan en deux parties, deux sous-parties. Mais en fait, dans les deux parties, on va voir deux mouvements qui sont deux mouvements, parallèles. Premièrement, on va passer du narratif juridique au narratif judiciaire. Et puis deuxièmement, on va voir qu'aussi, on va voir systématiquement une concurrence entre trois types de récits et qui vont devoir s'ajuster. Et là, la Cour de justice
va intervenir pour pouvoir procéder aux ajustements entre ces trois types de récits. Alors, dans la première partie, je voudrais vous parler de la protection des données de manière générale. En gros, les aspects plutôt économiques. Et puis dans une deuxième partie, je voudrais vous parler de la question de la protection des données dans le domaine de l'Europe de la sécurité. Dans la première partie, l'idée là-dedans, on va simplement, dans une première sous-partie, retracer très, très brièvement, parce que ce n'est pas ici l'enjeu, hein, mais c'est simplement comment a été, entre guillemets, fabriqué, hein, j'emploie le terme aussi dans de vos chaises pour le coup, donc cette fameuse fabrique du droit de la protection des données. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a finalement deux pôles. C'est cette Europe du marché et cette Europe des valeurs. Et tout simplement, hop, je vais rester ici, l'idée... On est parti de deux textes internationaux. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de protection des données, ça n'a absolument pas d'intérêt. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus spécialistes que moi sur ces questions-là. Mais en gros, il y avait deux textes qui sont deux textes importants, qui est d'une part un texte qui a été élaboré par l'OCDE, puis d'autre part, évidemment, vous le savez tous, c'est la Convention numéro 108 du Conseil de l'Europe. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, ce sont deux textes qui sont très différents, et il y en a un qui insiste davantage sur cette Europe du marché, et d'un autre, en tout cas sur le marché, et d'un autre sur les valeurs. Pourquoi? Parce que, juste qu'on soit bien clair, il ne faut pas non plus trop les polariser, mais essentiellement, celui qui a été mis en place par l'OCDE, c'était essentiellement sous la houlette des Américains, qui pour eux avaient une conception très économique des données, et donc pour eux, elles devaient circuler. Voilà. Et au contraire, il y a une conception qui est une conception plus européenne, dans laquelle finalement, les données, et notamment les données à caractère personnel, ont un lien direct avec la vie privée, et donc doivent être protégées, doivent être considérées comme un droit de l'homme. Et finalement, on voit bien que dans ces deux textes, qui sont deux textes juridiques de référence, on va retrouver un petit peu ces deux considérations. Alors pourquoi finalement... Pourquoi l'Union européenne, enfin à l'époque c'était la Communauté européenne? Tout simplement parce que la Commission européenne est intervenue et elle a dit, finalement, en propos de la Convention 108, dans une résolution, c'était en 1981, bon, je vous passe également les résolutions du Parlement européen, mais l'idée là-dedans c'était de dire, si les États n'ont pas ratifié, il faut que l'Union européenne, entre guillemets, enfin à l'époque la Communauté européenne, qu'elle intervienne. Et finalement c'est ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait que 7 États à l'époque qui avaient ratifié. Dans les années 90, c'était en 1989, la Commission européenne a présenté un texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a utilisé les deux narratifs. C'est-à-dire que d'une part, elle a utilisé le narratif de l'Europe de la sécurité, de l'Europe du marché, excusez-moi, de l'Europe du marché, pour dire en gros, finalement, la communauté a des compétences dans le domaine du marché intérieur, et c'est précisément parce que des législations divergentes en matière de protection des données créent des entraves, et à ce titre-là, la communauté économique européenne est compétente. Mais aussi, il y a l'Europe des valeurs, puisque également, on est dans le cadre du processus de ratification 108, et que la Commission européenne a vraiment souligné l'importance de protéger les données à caractère personnel comme étant le prolongement du droit à la vie privée. Alors, on en est là, et je passe maintenant à ma deuxième sous-partie. Juste encore un point, j'oubliais, c'est que concernant le RGPD, donc ce fameux règlement européen sur la protection des données, donc le texte a été adopté en 1995, la directive, puis bon, vous le savez très bien, cette directive, elle a été modernisée, et ce qui est intéressant, c'est que dans les narratifs, donc en lisant les considérants et comment en fait ce RGPD a été élaboré, on retrouve à nouveau ces deux préoccupations. D'un côté, on est dans le cadre de sociétés numériques, la protection des données est très importante. Or, les mécanismes de protection sont insuffisants, notamment au regard de l'évaluation qui a pu être faite de la directive de 1995. Ça, c'est la première chose. Mais également, toujours là, cette fois-ci par rapport à l'Europe du marché, il fallait renforcer, il fallait en tout cas faire en sorte que ces divergences existantes sont autant d'entraves à ce marché intérieur. Et rappelez-vous, en plus, on était 1990, il y avait la création du marché intérieur, enfin cet objectif du 1er janvier 1993. Donc en gros, ça justifiait l'élaboration d'une nouvelle norme, qui va devenir finalement ce RGPD. Mais ce qui m'a vraiment étonné, en lisant le texte,
c'est qu'en fait, de mémoire, le terme citoyen n'est pas évoqué, ou je crois une fois, mais vraiment de manière très incidente. Et ce qui est intéressant, ça va me permettre de pouvoir faire le lien avec la deuxième sous-partie, c'est que finalement, c'est la Cour de justice, dans le cadre de la jurisprudence, qui, elle, va introduire ce narratif sur l'Europe des citoyens. Alors, la Cour de justice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, clairement, elle est face à 3 narratifs. Déjà? Oh là là. Non, c'est pas vrai. 37? Il me reste encore... Non, 5 minutes? Bon. Eh bien, tant pis. Mais je pensais qu'on avait 20 minutes. Oui. Bon. J'étais à 11 minutes dans mon... Ah, mais vous avez... D'accord, vous avez compté le temps de la... Bon. Je vais être très bref, alors. Ouais, je vais être très bref. C'est que l'idée de la Cour de justice, c'est que je vais aller à l'essentiel. À travers sa jurisprudence, elle a fait 2 choses. Premièrement, elle a sélectionné cette Europe des citoyens et cette Europe des valeurs. Elle les a mises au premier plan et elle a minoré l'Europe du marché, le narratif relatif à l'Europe du marché. Ce qui est intéressant concernant l'Europe de la sécurité, c'est qu'elle a fait exactement pareil. Il faut comprendre, c'est que depuis 2001 et 2015, le narratif institutionnel de l'Europe de la sécurité est monté en puissance. Production normative extrêmement importante, et la Cour de justice, au début, est restée finalement passive pour 2 raisons. D'abord parce que ça relevait essentiellement de compétences intergouvernementales, et en particulier du 3e pilier, mais également pour une autre raison, c'est que finalement, elle voyait d'un très bon œil, l'investissement, l'intervention de l'Union européenne dans le cadre de compétences qui étaient des compétences nationales. Puis finalement, quand même, à partir des années 2010, enfin, on était déjà avant, mais à partir des années 2010, changement de perspective, puisque là, quand même, s'est posé vraiment des questions de l'équilibre entre liberté et sécurité. Et les enjeux se sont focalisés précisément autour de la protection des données, et notamment sur l'émergence d'une société de surveillance. Là, la Cour de justice, et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'elle avait élaboré, on était là en 2014, 2015, 2016, un corpus extrêmement important en matière de protection des données sur base de la Charte des droits fondamentaux, avec deux phénomènes. D'une part, la constitutionnalisation du droit européen, et d'autre part, l'importance prise par la Charte. Mais ça, je vous apprends rien. C'est évidemment des choses qui sont évidentes ici. Ce qui est important, c'est que dans le domaine concernant l'Europe de la sécurité, cette émergence je dirais, ce risque de l'Europe de la surveillance fait que la Cour de justice a dit, voilà, je vais privilégier d'un côté l'Europe des valeurs, d'un côté également l'Europe des citoyens, mais au détriment de cette Europe de la sécurité. Ce qui fait qu'elle a rendu plusieurs arrêts, notamment le plus connu, c'est Digital Rights, dans lequel elle a vraiment dit, si d'un côté, effectivement, cette Europe de la sécurité, elle est importante, de l'autre côté, il y a un principe de proportionnalité. J'en viens maintenant à ma deuxième et dernière sous-partie. Il y a une inflexion de la part de la Cour de justice. Et c'est peut-être ça qui est véritablement intéressant, et dans le cadre de décisions qui a été rendues très récemment. Là, la Cour de justice n'a plus, comme on pouvait l'avoir dans la première partie, où finalement elle était face à 3 récits concurrents, elle a eu tendance à en minorer particulièrement, elle n'a pas plus du tout fait ça avec l'Europe de la sécurité. Et ce qui est intéressant, et sans vouloir rentrer dans le détail des arrêts, mais en gros, elle a estimé non plus que les buts de mécanismes de surveillance étaient légitimes, mais elle a dit elle-même que les mécanismes de surveillance en tant que tels étaient légitimes. Et ça interpelle. Et là encore, ce qui est intéressant par rapport à ce qui était dit ce matin, c'est que dans le cadre de la narration judiciaire, on a l'impression qu'il n'y a absolument aucun changement, qu'en réalité, il y a une sorte de jurisprudence constante dans le domaine de la protection des données. Alors, pas du tout. Alors, conclusion, et comme ça va me permettre juste d'avancer 2 idées, c'est que, en fait, on a un double glissement. Premièrement, du narratif juridique vers le narratif judiciaire. Et puis deuxièmement, on voit bien que l'intervention de la Cour a permis comme ça de mettre en balance différents, pour le coup, ce n'est pas différents droits, mais c'est différents narratifs pour le cas échéant, je fais référence à ma première partie, en privilégier 2, et dans la deuxième partie, finalement, arriver à trouver un équilibre. Et ça, c'est le deuxième élément de ma conclusion. Je me permets de faire écho à ça, mais
en étudiant un petit peu le droit relatif à l'intelligence artificielle tel qu'il est en train d'émerger, on retrouve cette volonté d'équilibre. C'est-à-dire que d'une part, en fait, on retrouve, pour le coup, on retrouve les 4 narratifs. C'est pour ça que je voulais vous en parler. On retrouve évidemment le narratif relatif à l'Europe du marché, puisqu'en gros, il faut que l'Union intervienne parce que c'est un marché économique qu'il faut réguler. Et puis également, on retrouve aussi cette idée de l'Europe des citoyens et aussi de l'Europe des valeurs. Il faut que l'Europe, surtout dans sa dernière communication, la Commission européenne a vraiment dit qu'il faut que l'Union européenne intervienne dans ce domaine-là, parce que, contrairement aux autres conceptions de l'intelligence artificielle, il faut que l'intelligence artificielle, selon nous l'Europe, elle soit porteuse de valeurs, qu'elle ait une certaine éthique. Et enfin, et ça je peux pas m'empêcher de vous en parler, cette fameuse Europe de la sécurité, puisque avec toutes ces problématiques relatives à la 5G, relatives également, je fais référence à une résolution du Parlement européen là-dessus, sur également l'immixtion chinoise, et Dieu sait si actuellement c'est d'actualité, on voit bien que les questions de cybersécurité sont réellement au centre, et également sont au centre de l'Europe de la sécurité, mais également de l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai terminé, j'espère que j'ai tenu mes 5 minutes, je vous remercie.